Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette session. Donc, on va vous présenter durant cette heure comment mettre en forme vos listes Microsoft 365. Donc, principalement avec le code JSON qu'on va vous présenter tout au long de cette session, mais aussi on va vous présenter les autres solutions possibles. Alors, cette session, du coup, elle va être présentée par Baptiste et moi-même. Donc, Baptiste, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Baptiste Mulot, je suis développeur chez Infini et notamment j'interviens beaucoup sur la solution Mosaic 365, mais j'aime bien regarder un peu ce qui se passe autour et notamment ce qui se passe autour des listes Microsoft. Et donc, moi, c'est Franck Gatino. J'étais développeur principalement SharePoint. J'ai travaillé aussi chez Infini et maintenant je travaille chez Abalone et je suis consultant Microsoft 365 et je travaille maintenant principalement sur la Power Platform. Alors, on va commencer tout de suite. Quand on parle de mettre en forme vos listes de Microsoft 365, c'est important de comprendre de quoi on parle exactement. Donc, une liste SharePoint ou une liste Microsoft 365, qu'est-ce que c'est? Tout bêtement, c'est, on va dire, une liste avec certaines informations mises à plat. Et quand on parle de mise en forme, en fait, c'est comment présenter un petit peu et rendre cet affichage, on va dire, basique, un peu plus joli, avec des informations plus pertinentes et plus visuelles. Donc, pourquoi on vous présente ça? Quels sont les intérêts? En fait, une liste Microsoft 35, c'est un design sobre, c'est hébergé dans SharePoint, on peut aussi le visualiser dans Teams. Mais ce qu'on cherche et ce qu'on veut, c'est pouvoir enrichir ces fonctionnalités, donner un peu plus de sens à la représentation des informations que contient la liste. C'est rendre le design un peu plus élégant et plus personnalisable. C'est peut-être remettre en forme aussi certains éléments. Et en fait, la mise en forme la mise en forme des listes, elle répond à ce besoin et c'est une solution qui peut être assez simple et le fait qu'il y ait l'arrivée des Microsoft List, en fait, ça rend d'autant plus nécessaire le fait de maîtriser en fait cette mise en forme. Donc, le déroulement de la session, elle va être assez simple. On va présenter de la mise en forme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mise en forme? Il y a 2 choses qu'il faut connaître, c'est les colonnes, la mise en forme des colonnes. Donc, quand on veut travailler juste sur une colonne particulière, un type de données particulière, et on va avoir une mise en forme qui va toucher plus la liste et donc une mise en forme de vue. Donc, c'est important de comprendre ces 2 petites notions parce qu'on va travailler sur ces 2-là. Donc on a le mode conception où on va travailler sur ces 2 notions et après on va avoir le mode avancé pour pousser un petit peu le rendu et avoir un petit peu plus de latitude, dans ce qu'on veut faire. Donc on va présenter la syntaxe que, Franck a commencé à aborder, donc la notation JSON. On va avoir une personnalisation un petit peu statique où on va faire quelques petites démos, montrer, qu'est-ce que ça peut donner mais avec, beaucoup de choses en dur. Après on va ajouter un peu de traitement dynamique en fonction des données qu'on a et on va présenter aussi quelques fonctionnalités qui sont des quick wins, des choses qu'on peut mettre rapidement en place pour avoir un petit effet beaucoup plus sympa et pertinent. Et ensuite, on va conclure. Donc, la mise en forme avec le mode conception, c'est assez simple et c'est orienté vraiment pour les utilisateurs. Donc, il y a 2 modes, il y a le mode colonne et le mode vue. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le mode colonne. Donc, on va cliquer sur sa colonne, on clique sur paramètres des colonnes, mettre en forme. Et là, on nous propose sur l'onglet format des colonnes. Donc, la mise en forme, on voit bien qu'elle est proposée en fonction du type de la colonne. Donc là, moi, c'est une type de colonne entier que j'ai choisi. C'est pour ça qu'on me propose la mise en forme barre de données et mise en forme conditionnelle. Donc, si je sélectionne barre de données, derrière, je peux configurer mon modèle et donner la valeur maximale et minimale de ma barre. Et finalement, si ma valeur se situe au milieu, ma barre va se remplir à mi-hauteur. Et il y a aussi la mise en forme conditionnelle. On peut aussi la gérer les règles et dire, par exemple, si mon nombre est inférieur à 0, alors ça sera en rouge. Si c'est supérieur à 0, alors ça sera en vert. Donc on voit que c'est vraiment axé pour les utilisateurs et qu'ils peuvent le configurer assez facilement. Il y a aussi cette partie mise en forme des colonnes et la partie mise en forme de la vue. Donc pour la vue, je sélectionne la partie vue, je clique sur mettre en forme la vue actuelle et on voit que sur l'onglet mise en forme de la vue, et donc là j'ai 2 options possibles. Donc le style de ligne en alternance, ce qui est déjà disponible sur PowerPoint ou sur Excel. Vous savez quand une ligne sur deux est surlignée, pour le style sur les lignes paires ou les lignes impaires.
Et on a aussi la mise en forme conditionnelle, où là, on va colorer toute la ligne en fonction de la valeur d'une des colonnes. Par exemple, si dans ma ligne, la colonne nombre est égale à 10, alors ça sera en bleu. Sinon, ça sera en gris pour le moment. Donc voilà, on ne vous fait pas de démonstration là-dessus. C'est assez standard et ça, c'est axé pour tous les utilisateurs. Alors, on souhaitait vraiment relever votre attention sur un point, c'est que presque toutes les colonnes sont supportées, tous les types de colonnes sont supportés, mais certaines ne le sont pas. Il y en a 3 principalement, donc les métadonnées gérées, les labels de rétention et le nom des documents, donc dans les bibliothèques de documents. Donc ces contraintes, elles sont valables à la fois pour la mise en forme au niveau des colonnes, mais aussi des vues. Alors, on va attaquer tout de suite un petit peu le vif du sujet. Et donc, comme on a vu dans la première partie, c'est de la mise en forme assez simple. On n'a pas beaucoup d'options. Là, on va attaquer un peu la mise en forme avancée. Donc, on va parler de la syntaxe, des schémas et des démos. Donc, petite piqûre de rappel pour ceux qui connaissent déjà un peu et ceux qui ne connaissent pas, c'est pour introduire le format JSON, donc JavaScript Object Notation. Donc, ça permet de représenter en fait des objets ou des données de manière assez simple. Comme on peut le voir, en fait, un objet, il est représenté entre deux accolades. Après, on a une succession de clés-valeurs. Donc chaque clé est suivie de 2 points. Je ne vais pas vous faire un gros détail, mais globalement, si je voulais représenter notre événement actuel, par exemple, je vais lui mettre un event name qui sera Global Microsoft 365 Developer Bootcamp. Il y a 2 speakers. Les speakers, ça va être une array, donc on va mettre entre deux crochets et on va pouvoir réimbriquer des objets à l'intérieur. Donc les speakers, un speaker Franck et moi-même. La date et est-ce que l'événement est super? Oui. Voilà, c'est pour une petite piqûre de rappel, je ne m'attarde pas du tout là-dessus, mais c'est le format qu'on va utiliser pour avoir l'information de comment structurer nos vues ou nos colonnes, mettre en forme nos vues ou nos colonnes en mode avancé. Donc on va faire un petit exercice, c'est pour faire le lien entre le rendu de la colonne et le rendu et le schéma ou la notation JSON. Donc moi là, je souhaiterais avoir un petit rendu de colonne qui mette urgent sur fond rouge quand par exemple il me manque peut-être une information ou je voudrais le mettre tout le temps. Si je visualise un petit peu ça d'un point de vue structure HTML, en fait, je vais me retrouver avec une div et 2 spans à l'intérieur. Si je rentre plus dans la manière verbeuse dans le HTML, en fait, j'aurai cette structure-là. Donc, une div avec classe, style, un icon name, un deuxième span et on clôt la div. Voilà, donc ça, c'est pour avoir un petit peu en tête le HTML. Je reviendrai plus tard sur ces différents attributs. Et donc, on va retrouver nos petits, si on rebascule dans la format JSON, par exemple, là, c'est l'exemple exact de notre du schéma JSON pour mettre en forme notre vue. Et donc, on va retrouver notre div qu'on va retrouver sous le forme d'LMtype. On va avoir par exemple la classe qui va être un attribut de cet LMtype. On va avoir ces 2 enfants, les 2 spans qu'on va retrouver ici représentés dans children, et on va avoir différentes informations. Donc, ça va me permettre ensuite de basculer un petit peu et de vous présenter ce schéma un petit peu plus en détail, parce que là, on balaye très rapidement. Mais juste avant ça, et je vous inviterai aussi, et je vais peut-être le montrer si j'ai un petit peu de temps à la fin, il y a un outil qui est sorti ce mois-ci, ou il n'y a pas longtemps en tout cas, qui est Formatter Helper Tool, qui permet à partir du HTML, on le copie dans cet outil-là, il va nous générer automatiquement le format JSON. Ça nous évite le travail de réécrire tous ces ensembles de clés-valeurs à la main en partant du HTML. Donc c'est super pratique, c'est important, ça a fait gagner du temps. C'est Formatter Apple Tool, il y a le lien ici et je le présenterai plus tard. Donc voilà, on a vu qu'on a besoin de générer en fait du HTML, donc on a besoin d'éléments, en fait de boîtes dans lesquelles on va pouvoir imbriquer, mettre d'autres éléments, styliser un petit peu tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle les element types. On en a différents qui sont disponibles, il n'y a pas toutes les balises HTML, mais il y en a quelques-unes qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses déjà. On va avoir les divs, span, les liens, les images, les SVG et pass, et éventuellement les boutons. Comme on voit un petit peu en HTML, on a besoin d'une structure arborescente, donc forcément ces element types, ils doivent pouvoir contenir des enfants,
Donc c'est ce qu'on va retrouver ici, les children. Donc un elemtype peut contenir un autre elemtype, ou alors il peut contenir du texte basique. Donc si on regarde un petit peu à droite, là, j'ai juste en fait une div qui va contenir un lien qui a une image et un deuxième petit texte qui a bonjour à tous. Donc voilà, ça nous permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. En fait, ce JSON-là va nous permettre de générer le HTML qu'on souhaite. Toute petite warning, c'est que l'element type est une propriété obligatoire, hein. Si vous oubliez de le mettre dans ce schéma-là, en fait, vous allez avoir un problème, vous n'aurez pas de rendu. J'en profite aussi pour une deuxième petite parenthèse. Si vous voulez travailler avec ces formats JSON, en fait, le plus simple, c'est d'avoir Visual Studio Code, de coller en fait le schéma qu'on voit ici, là. Et en fait, vous allez avoir toute la partie license et propositions qui va vous proposer éventuellement les attributs, etc. quand vous allez travailler dessus. Donc c'est la façon la plus simple de travailler avec le format JSON pour le rendu de colonne. Donc c'est bien beau, on a nos petites boîtes où on peut mettre des choses. Maintenant, j'aimerais bien un peu mettre du style, mettre un peu de couleur, etc. Donc on va avoir l'attribut, la propriété style qui va nous permettre de justement définir le style sur un elemtype. Donc on a plein de styles et de balises de style qui vont être utiles. Elles sont pas toutes disponibles pour certaines contraintes techniques, mais la plupart sont présentes et ça permet vraiment de styliser un élément assez simplement. Là, j'ai mis en avant certaines qui sont beaucoup utilisées, très pratiques, ce background color, box shadow, flex, margin, display, etc. Mais vous en avez beaucoup, il faut s'amuser avec pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Au-delà de la partie style, on a besoin aussi d'attributs, comme on a vu sur une div, on va avoir besoin de classe, on va avoir le style. Et donc là, en dehors on a toute cette partie générique là qui va être disponible sur tous les elemtypes. Donc ça va être l'icon name, la classe, le title, alt, role, aria pour l'accessibilité. Donc je ne fais pas le détail non plus, mais c'est des attributs qui sont disponibles pour chaque elemtype et il faut plus ou moins les préciser en fonction du type d'élément qu'on utilise. Nous, on va se focaliser sur deux choses par la suite. C'est la partie icon name et classe qui vont vraiment apporter très vite de la valeur et qui sont importants à connaître et à manipuler. Pour la partie icon name, donc je vais peut-être revenir juste en arrière ici. Juste ici. Par exemple, c'était quand je parle d'attributs, c'est ce genre de balise là où on va avoir l'icon name warning qui nous permet d'avoir ce rendu. Donc hop, je vais aller très vite ici, là. Donc pour la partie icon name, en fait, on a tout un set d'icônes qui est déjà en fait, on va dire embarqué et proposé. Et donc on n'a pas besoin de créer nos propres. On a toute une palette de logos qui est déjà disponible si on ne sait pas comment les créer. Et donc on peut tous les retrouver sur la partie Fluent UI. Je vais cliquer dessus pour que vous visualisiez. Alors, si ça arrive, on va les retrouver ici. Et en fait, là, on peut taper, utiliser ces icônes name. Et comme on l'a vu dans l'exemple juste avant, j'avais tapé warning. Si je veux retrouver mon icône, je vais avoir le nom de l'icône et je peux l'utiliser et le mettre dans ma balise. Il y en a, je n'ai pas le compte exact du nombre d'icônes, mais on peut tous les utiliser. Donc si je reviens à la présentation, en dehors de l'icône name, le deuxième attribut qui est super important, c'est la partie classe. Et pourquoi c'est important de le connaître, je vais le préciser juste après. C'est que c'est fortement lié en fait au thème de là où on regarde, où on est dans là où on utilise la liste. Donc pourquoi? Donc si je veux, par exemple, customiser un petit peu du texte, mettre des colors, je vais utiliser cette classe-là qui est préfournie, donc MSColor Time Primary. Et donc c'est lié au thème du site. Il faut savoir qu'en fait la solution là, via JSON, on peut embarquer que ces classes préfabriquées. On ne peut pas avoir une feuille de style à côté et dire bah tiens, utilise cette feuille de style et je définis mes classes. Non, on a des classes prédéfinies et il faut les utiliser.
on n'accède que à ces classes prédéfinies. Et quel est le lien entre la palette de color à droite et un petit peu le nom de ma classe? Comme on voit, toutes les classes, elles sont préfixées avec MS Font Color et il y a le time primary à la fin. Si je veux changer le ton de ma couleur et toujours rester dans les thèmes, par exemple, de mon site SharePoint, en fait, j'ai juste à changer ce mot-clé time primary par thème darker. Ça, on va le présenter dans une petite démonstration pour que vous visualisiez. Mais typiquement, si j'avais un bouton et je lui colle cette classe MG background time primary, il serait avec cette couleur-là. Moi, ça me convient pas, je voudrais changer de couleur et pas avoir un bouton gris. Il faudrait juste que je change sur cet attribut classe, le MS background color, je change de time primary et je mets neutral tracery. Et du coup, j'aurai la couleur neutre de mon thème. Si c'est pas la couleur neutre de mon thème est autre chose que du gris, peut-être ça serait du orange très clair. Et en fonction de mon thème, ça va s'adapter. Donc ça, on va le montrer juste après. Donc c'est important d'utiliser ces classes préfabriquées. Un deuxième partie aussi, c'est sur tout ce qui est typo, pour garder un peu une harmonie entre le rendu natif et classique des listes. En fait, il vaut mieux utiliser pareil les classes proposées pour la typo et garder certaines tailles. Donc là, on va les retrouver. Si je veux une certaine taille de texte, je vais utiliser cette classe-là. On a aussi quelques classes qui sont liées à l'environnement SharePoint. Donc, on va avoir les SPField, Severity. C'est exactement ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Là, on retrouve un petit peu la même classe que j'ai utilisée dans l'exemple précédent. Donc, voilà. Donc, c'est important d'aller et de regarder un petit peu ce qui est mis à disposition. Donc je répète, là vous l'avez sur le site Fluent UI, donc ça sera aussi je crois dans les sources, mais on va retrouver tout ce qui est typographie qu'on a ici avec les différentes classes. On va aussi avoir toute la partie, on peut même décider nos propres thèmes pour voir un petit peu aussi ce que ça rend. Donc il ne faut pas hésiter à aller s'amuser un petit peu sur cet outil qui vous donnera beaucoup d'infos sur les icônes, les classes et les colors qui sont à votre thème à votre disposition. On va revenir à la présentation et je vais laisser Franck un petit peu présenter tout ça. Yes, c'est bon, normalement je présente mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, très bien. Alors du coup, on a représenté des listes avec des colonnes. Notre première liste, c'est les éléments de type. En fait, on les a présentés, on a souhaité vous montrer ce que ça rendait. Donc ici, on a fait une div à l'intérieur d'une div. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Voilà, c'est donc une div. Dedans, on a mis une div et on a affiché le texte div. Pour le moment, on n'a rien mis, rien de dynamique, tout est en dur pour vous présenter voilà ce que ça rendait. Là, il y a deux spans l'une à côté de l'autre, donc une div principale et deux spans. Ici, c'est une div avec à l'intérieur un lien, donc un élément A, et ensuite une image à l'intérieur. Donc, si jamais je clique dessus, vous voyez, ça, voilà, je redirige sur la même page, donc forcément, je redirige sur l'événement Bootcamp. Voilà, mais si je reviens sur ma liste, hop, c'est bon. Et ensuite, on a présenté un élément de type SVG, pass. Ici, c'est le logo SharePoint que j'ai récupéré. Regardez, si vous voulez visualiser comment c'est à l'intérieur, et ben, c'est juste une div avec un SVG et du coup un pass. Et dans l'attribut D, j'ai renseigné voilà, tout le logo SharePoint. Et le dernier, donc, c'est un bouton sur lequel on peut cliquer. Donc, on va pouvoir mettre des boutons. Ensuite, niveau style, on peut faire pas mal de choses. Hein. Dans ce cas-là, j'ai utilisé un border et finalement l'ombre de la boîte. Ici, j'ai utilisé du style pour pouvoir couper le texte et que ça ne dépasse pas. Sur la suivante, j'ai utilisé donc le display flex. Donc, chacune des colonnes à l'intérieur de cette colonne a une proportion. Celle-ci, c'est 4, 2 et 1. Et regardez, quand j'agrandis ou je diminue, les proportions sont conservées. Juste à droite, j'ai utilisé le style flex wrap. Et du coup, si ça tient, c'est bon, ils sont tous sur la même ligne. Et s'il n'y a pas suffisamment de place, ça rapetissait. Ben, ça saute la ligne, pardon, ça passe à la ligne. Voilà. Donc, on voit bien que c'est responsive. Hein, quand on adapte la ligne, ça se met en place. Alors, si vous voulez voir comment c'est constitué à l'intérieur, finalement, à l'intérieur, c'est une div. Sur la div principale, j'ai mis un display flex.
Le style flex, il est à flex wrap, il est à wrap. Et derrière, je retrouve mes 3 éléments, voilà, qui vont venir s'agencer en ligne ou en colonne. Ensuite, on peut utiliser du padding et du margin, hein, bien sûr, de façon assez simple. Ici, voilà, on a mis en place le margin et le padding dans le style. Et donc, si on utilise tous les styles, on peut faire des choses un peu plus sympas. Là, on vous a présenté des progress bars, donc une progress bar, on va dire rectangulaire et une plus ronde. Et tout ça, on le met en place grâce au style principalement. Pour le moment, on n'utilise pas le contenu qui est à l'intérieur de la colonne, on fait vraiment du style et on utilise des divs et voilà, les éléments qui nous sont fournis qu'il est possible de manipuler. Ensuite, sur les attributs, on va pouvoir mettre en place des attributs. Tout à l'heure, quand je cliquais sur l'image, ça m'ouvrait sur la même fenêtre. Si je veux l'ouvrir dans une autre fenêtre, eh ben, c'est possible. Ici, du coup, j'ai dit que la cible, la target, elle était blanche, et du coup, ça m'ouvre bien l'élément dans une autre. Voilà, c'est à cet élément. Donc, dans l'élément A, l'attribut target, il est en blanc, et comme ça, mon lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, l'icône name, comme l'a renseigné Baptiste, eh ben, on a une liste assez fournie qu'on peut configurer. Dans notre cas, voilà, on a une icône qui a été sélectionnée et j'ai rajouté du style aussi. Vous voyez quand je ne sais pas si vous voyez, mais quand ma flèche est sur l'icône, ça fait une flèche avec un petit point d'interrogation. Et ensuite, j'ai aussi utilisé des classes donc différentes qui font référence au thème. Vous voyez que là, quand je suis dessus, le bouton, on va dire, il change de couleur. Le texte, là, il est blanc. Et quand je suis dessus, finalement, il passe en noir. Alors, pour ça, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai utilisé les attributs, donc les classes qui sont disponibles avec le MSBG Border Color, avec le thème primary. Et quand il est ouvert, donc quand on est dessus, il utilise le theme light. Et pareil pour le texte et voilà, la couleur du texte, c'est ici. Quand c'est ouvert, quand c'est normal, c'est blanc, et quand c'est ouvert, c'est black. Donc ça, on le gère grâce aux classes. Et vous allez voir que quand on change le thème, ça fonctionne bien. Donc si je repasse le thème en bleu, vous voyez que ça a changé de couleur. Et quand je passe dessus, les couleurs, elles s'adaptent bien en fonction du thème. Donc ça, c'est assez sympa de ce côté-là. Voilà, ici, c'est encore une icône. Et quand on passe sa souris sur l'icône, elle change de couleur. Donc là, je vous ai présenté très rapidement tout ce qui était possible de faire. En tout cas, ce qui a été présenté durant les slides précédentes. Et je vais du coup laisser... je vais reprendre. Baptiste, est-ce que tu peux reprendre les slides, s'il te plaît, pour la suite? Merci. Donc, je vais mettre fin à la démonstration. On va partir sur comment, finalement, intégrer nos données à l'intérieur de ces visuels. Alors, pour intégrer ces données à l'intérieur des visuels, donc à la fois dans les colonnes et dans les vues, hein, eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle le magic text. Donc, si on a une colonne et qu'on souhaite utiliser à l'intérieur de cette colonne la valeur, on va utiliser le magic text, donc current field. Imaginons que j'ai une colonne avec une valeur qui est égale à 10 et que je souhaite l'afficher dedans, et ben, je vais dire que le text content, il est égal, voilà ce qui est en bas, au current field. Alors, il y a d'autres magic text utilisables. Il y a le current web, donc pour avoir le web actuel, l'URL web actuel sur laquelle on se situe. Le me qui retourne l'adresse mail, le now pour la date actuelle, le row index, voilà pour l'élément, la ligne, le numéro de la ligne, la largeur et la hauteur de votre fenêtre, et aussi le dernier élément qui permet de prévisualiser une image, un docx ou un pptx. Donc là, on voit que quand on est dans une colonne, on peut utiliser un arrobas pour avoir le contenu de la colonne avec le current field, mais quand on est dans une vue de type list, on va utiliser d'autres arguments. Là, il va falloir mettre les crochets et mettre un $ avec l'internal name de sa colonne. Donc par exemple, si ma colonne, dans ce cas-là, elle s'appelle colonne, et ben, je mets les crochets, je mets un $ et j'utilise colonne, et là, je récupère la valeur de ma colonne. Après, on sait qu'il y a différents types de colonnes dans SharePoint, et selon le type de la colonne, on va pouvoir aller chercher différents paramètres. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour ça, on va mettre les crochets, on va mettre $ la colonne, on va faire un point et on va aller chercher le paramètre qui nous intéresse. Il y a différents paramètres en fonction du type de la colonne. Si c'est un champ de type people, par exemple, on a les paramètres ID, title, email, picture, département et job title. Si jamais c'est une liste de type location, voilà, on a d'autres paramètres. Si c'est un lookup field, on a des paramètres, donc lookup ID et lookup value. Si c'est un hyperlink, eh ben, on a le paramètre description, si on veut voir la description de l'hyperlien. Et si c'est une image, on a encore d'autres paramètres disponibles. Donc voilà, selon le type de la colonne, on peut vraiment récupérer toutes les informations.
Après, il faut bien que votre colonne, elle soit utilisable, hein. Si c'est une manager de metadata, là, ça ne va pas fonctionner, comme on l'a expliqué au début de la présentation. Donc ça, c'est ce qui concerne les Magifilm. Et il y a aussi la partie expression et logique, parce que souvent, on va vouloir mettre en place des formules à l'intérieur de notre JSON. Et ben, c'est possible. On a des fonctions qui sont utilisables, des fonctions avec un paramètre, deux ou trois paramètres. Je ne vais pas vous faire des démos sur toutes, mais en tout cas, là, vous avez vu, il y a une formule juste en dessous, donc la couleur, pour définir la couleur. Mon champ date, par exemple, j'ai un champ date et je veux définir la couleur du champ date en fonction si la date actuelle si la date renseignée dans la colonne, elle est passée ou elle est à venir. Et ben pour ça, j'ai utilisé la fonction toLocalDateString. Je mets la valeur de mon champ actuel, donc de ma date finalement, qui est dans ma colonne, hein, et je la compare par rapport à la date actuelle. Si la date renseignée elle est inférieure à la date actuelle, alors ça sera en rouge, sinon ça sera en vert, et si jamais c'est égal, ça sera en orange. Donc voilà, on peut vraiment utiliser les formules à l'intérieur du JSON, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut savoir qu'on peut utiliser les opérateurs arithmétiques et de comparaison. Donc ceux qui sont standards, le plus, le moins, le double égal, voilà, supérieur, inférieur, supérieur ou égal. Là, dans mon cas, l'exemple, c'est une icône name. Donc si la valeur de ma colonne est égale à plage, alors j'afficherai l'icône vacation, sinon focal point. Et sinon, il n'y a pas la fonction concaténation, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc pour faire des concaténations, on va utiliser le petit logo, le petit symbole plus. Et on ne va pas oublier de mettre des guillemets. Donc, dans mon cas ici, en fait, j'avais une colonne de type utilisateur et j'ai concaténé finalement l'adresse mail. Ensuite, j'ai ajouté un espace et j'ai affiché le display name. Donc, voilà, il n'y a pas aussi la fonction if, hein. On l'a renseignée partout ici. Elle est utilisable, bien sûr. Les if, c'est comme ça, on fait un if, on ouvre les parenthèses, on met une virgule et ça s'utilise de la même façon que sur Power Apps et Power Automate. Ensuite, la dernière fonction, c'est le for each. En fait, on va pouvoir mettre en place des boucles à l'intérieur du JSON. Imaginons que j'ai une colonne de type choice multiple. En fait, on peut sélectionner plusieurs valeurs. Et ben, là, ma colonne, elle s'appelle outils. Et donc, je peux sélectionner plusieurs outils, donc SharePoint, Power Apps, etc. Et donc, on voit à chaque fois, dans le rendu, je vais prendre l'outil, je vais regarder l'élément sélectionné, s'il est égal à SharePoint, s'il est égal à Power Automate, etc. Et il va afficher le bon logo en fonction de l'élément sélectionné. Ensuite, on voit qu'en dessous, dans le texte content, j'ai utilisé la fonction loop index. C'est pour savoir en fait l'élément. Par exemple, si j'ai sélectionné SharePoint en premier, ben, ça mettra 0. Et ensuite, ça rajoutera un espace et ça écrira SharePoint. Et ensuite, si la deuxième valeur sélectionnée, c'est, je ne sais pas, Yammer, ça écrira 1 avec un espace et ensuite Yammer. Je vais vous montrer ça dans un exemple, ça sera plus parlant en tout cas. Donc, je vais passer tout de suite à la démonstration. Sur cette partie logique, dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est bon pour moi. Donc là, c'est bon. Très bien. Donc là, je vais vous montrer ce qui est compris à l'intérieur de la colonne. Donc le titre, hein, je vais cliquer sur modifier. Le tout titre, la valeur est titre 2. Ensuite, j'ai un utilisateur sélectionné, user. J'ai ensuite un utilisateur dans le champ condition qui est sélectionné, une date et un choix multiple. Ici, où j'ai sélectionné SharePoint et Teams. Et regardez ce qui se passe. Alors, dans la première colonne, en fait, j'ai affiché 2 fois titre. Donc, c'est pour ça qu'il met titre 2, titre 2. On peut regarder comment c'est composé à l'intérieur. Voilà. C'est sous ce format-là. Ensuite, dans User, j'ai affiché l'adresse mail et ensuite, j'ai rajouté le display name. Dans la colonne numéro 3, en fait, j'ai regardé le nom de l'utilisateur. Si c'est Baptiste, j'ai mis la montagne. Et si c'est moi, c'est plus la plage. Ensuite, pour la date, c'est l'élément que je vous ai indiqué tout à l'heure. Si la date elle est supérieure à aujourd'hui, ça s'affichera en vert. Sinon, ça s'affichera en rouge. Et ensuite, ici, j'ai utilisé la boucle for. Et donc, on voit les éléments, dans quel ordre ils ont été sélectionnés. Et ils s'affichent bien avec le logo, grâce à notre boucle que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour moi sur cette partie. Baptiste, je te laisse la main pour la suite. Ouais. L'écran. Tac. Alors non, c'est bon. Alors là, c'est bien.
On a pu voir quels les éléments qu'on pouvait créer, quels étaient les attributs, comment on pouvait les styliser de manière un peu statique, maintenant on interagit ou plutôt on accède à la valeur de la colonne, comment on peut mettre un petit peu de logique et de conditions pour rendre certaines informations. Il y a aussi une partie qui est importante, c'est comment je vais pouvoir interagir avec l'élément courant. Donc pour ça, il y a plusieurs, il y a un moyen qui est mis à disposition avec plusieurs valeurs à l'intérieur. Donc on va parler ici de la custom row action. Donc comment je fais si je suis sur une colonne ou même sur une row, comment je fais pour en fait interagir avec l'item courant. En fait, c'est cette propriété-là, custom row action, qui permet de définir ce que je vais faire. Donc il y a le default click qui permet d'ouvrir le panel d'informations. Donc ce qu'on a plus ou moins basiquement dans SharePoint quand on sélectionne un élément ou on double-clique dessus, on va avoir notre petit panel à droite qui s'ouvre avec les informations de l'item courant. On va pouvoir aussi définir l'action share pour ouvrir la modèle de partage, la partie delete si on veut supprimer l'élément. On va avoir partie edit props aussi si on veut entrer directement en modification de l'item, et on va avoir une partie aussi qui est intéressante, c'est la partie execute flow. Donc si on veut exécuter un flow qui est associé à la liste. Donc juste une petite précision sur la partie flow, normalement il faut que le flow soit bien associé à la liste, plus cette partie-là n'est pas exécutable actuellement par les utilisateurs externes. Pourquoi c'est un petit peu c'est important cette partie d'interaction? En fait, ce qui est super, c'est que via le schéma JSON, en fait, on peut poser, là on le voit, on peut poser cette action sur n'importe quel élément. Donc là, typiquement dans mon exemple à droite, là j'ai une div classique, en dessus j'ai un button. Sur ce bouton-là, j'ai posé le default click, et en plus mon bouton, bah, après il a je l'ai customisé comme je voulais en fait. Donc c'est super pratique. En fait, on veut mettre ou définir notre action, on peut le faire rapidement dans notre schéma. Un deuxième truc qui est super pratique aussi pour mettre en forme de l'information, et c'est rapide et ça va apporter aussi beaucoup de valeur. C'est le default overfield et le custom card swap. De quoi on parle? On a un champ ou un utilisateur dans Teams et qu'on survole cet utilisateur, généralement ce qu'on a, c'est une petite pop-up ou un petit hover qui va nous afficher le détail du contact. Donc ça va nous donner de l'information sur l'item sur lequel on passe la souris. Donc c'est ce qu'on va retrouver avec le default overfield. Donc là, par exemple, en spécifiant ici default overfield editor, si dans ma vue ou sur ma colonne, j'ai un champ qui s'appelle éditeur et que je mets cette default overfield, je vais retrouver ce comportement-là, à savoir, je passe ma souris, je vais avoir cette petite pop-up ou overcard avec l'information sur le contact. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je mets en forme un champ utilisateur que je perds des fonctionnalités natives. Au contraire, je peux les remettre. Il y a un deuxième truc qui est super important, c'est la partie custom card prop. Donc ça veut dire que là, j'ai la main sur la structure du rendu que je veux mettre dans cette cards. Et donc là, c'est custom card prop. Et là, on va revoir, il y a quelques petites propriétés. Il y a la partie formateur où on va remettre comme LM type avec des children, text content, du style, etc. Et on a 2-3 petites propriétés supplémentaires. Le open an event, là, on va spécifier que c'est le hover parce qu'on pourrait spécifier que c'est sur le on-click. On va avoir la direction dans laquelle s'affiche la bulle. Est-ce que c'est plutôt en bas ou à droite ou à gauche? Et on a le style aussi, c'est la petite flèche, est-ce qu'on la veut ou pas, et de quelle couleur elle est. Donc je vais montrer une petite démo, ça sera beaucoup plus parlant que de montrer le schéma, mais on peut très rapidement mettre ça en place. Donc là, on est sur la partie action. Donc là, j'ai mis en place toutes les actions que vous avez vues, c'est-à-dire ouvrir le panneau d'édition. Oula, je réactualise. J'ai perdu les boutons. Ça, c'est pas top. Baptiste, si tu veux, je peux le reprendre de mon côté, ça fonctionne bien. Ok, vas-y, je veux bien. Je sais pas pourquoi. Hop, voilà, je pense que vous voyez mon écran maintenant.
Yes. Oui, du coup, maintenant, quand on clique sur le bouton d'affichage, ici, du coup, on voit notre élément apparaître. Si on clique sur l'élément partage, on a bien la pop-up de partage qui s'ouvre. Si on clique sur la corbeille, on peut bien directement supprimer l'élément. L'édition aussi, ça s'ouvre en mode edit. Et Power Automate, et ben là, quand on clique, ça lance finalement voilà, ça exécute notre Power Automate directement. Ensuite, il y a le défaut overfill. Donc là, c'est ce qui expliquait Baptiste. Quand on survole, en fait, on a la description, on a, vous savez, cette pop-up qui apparaît et qui décrit tout le profil. Tout le profil qui est disponible et qu'on retrouve. Donc ça, on l'a mis en place. Et à côté, on a mis en place une custom card props personnalisée. Donc regardez, quand je vais sur l'élément 5, juste en dessous, je vois apparaître la barre, le loading, on va dire, qui est à 5. Là, c'est 5 sur 10. Et en dessous, regardez, quand je suis à 9 sur 10, c'est un peu plus rempli. Donc on peut vraiment personnaliser ce qu'on va ajouter et ajouter de l'information de cette façon. Et c'est assez intéressant et vous allez le voir surtout dans les vues, dans une vue complète. Donc là, on l'a mis en format très simple. On n'a pas poussé, mais dans deux autres démos, on va vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Je vais repartager mon écran aussi rapidement. Hop. Donc là, c'est la manière la plus simple, on va dire, de mettre en forme des vues. Il y a d'autres options pour mettre en forme des vues que la partie, on va dire, portée par un schéma JSON. Il y a aussi ce qu'on appelle les field customizers pour la partie SharePoint Framework. Donc ça s'appuie sur une stack plutôt de développeurs pour tous ceux qui sont un petit peu habitués aux technologies front, avec un petit peu de liberté après au niveau du framework de rendu qu'on veut utiliser, si c'est React, Angular ou Vue.js. Donc ça, c'est un autre moyen qui est offert, on va dire, ou proposé par Microsoft pour customiser en fait des champs. Si on regarde un petit peu ce que ça peut donner, on avait vu dans la présentation qu'on ne pouvait pas, par exemple, via le JSON, customiser en fait ces champs de type métadonnées gérées. Et ben, on n'a pas cette contrainte-là, par exemple, avec les fields customizers. Ici, je suis capable de mettre un rendu sur la partie métadonnées gérées. Par exemple, si il y a une valeur, bah, je m'amuse un petit peu avec, je mets des dotted. S'il n'y a rien, je mets un warning. Donc là, on peut s'affranchir un petit peu cette contrainte-là sur ce type de champ. Donc voilà, c'est juste pour mettre un petit peu exposer ce qui existe aussi d'autres. Par contre, c'est important de connaître en fait et d'identifier du coup les limites de chaque méthode. Par exemple, le column formatting, bah, on a quand même de la mise en forme conditionnelle, on peut avoir quand même de l'interaction, comme on a montré, edit, lancer un flow, etc. On a quand même accès à certaines valeurs via les magic text de la page. Par contre, on peut pas embarquer de JS, ni même de mettre ses classes CSS. On est obligé de faire de inline style. Compétences de développeur, j'ai mis non, mais oui. Bon, après, il faut savoir faire un petit peu d'HTML structuré et faire du CSS. Déploiement, aucune. Donc là, j'ai pas besoin de déployer. Tandis que partie avec la field customizer, je suis super libre. J'ai un accès complet. Je peux faire des choses complexes. Par contre, j'ai besoin d'avoir des connaissances de développeur. Plus, je vais devoir déployer une app. Donc il faut identifier un petit peu les contraintes et ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de liberté ou pas? Voilà. On va passer un petit peu sur la partie mode avancé. Je vais laisser reprendre la main. Oui, du coup, sur la partie mettre en forme la vue de liste, là, on vous a présenté surtout les colonnes, mais on veut vous montrer aussi ce qu'on peut faire sur les vues de liste. Alors, il y a d'autres paramètres qui interviennent, des propriétés. Donc là, cacher la sélection, c'est quoi? Bah, regardez, c'est le logo qui est sur la droite, voilà, qui est ici, qui est caché. On ne peut pas sélectionner un élément. Et ensuite, le second, pour cacher l'entête. Vous savez, sur les listes, on a toujours l'entête de disponible. Les colonnes, mais dans notre cas, ce n'était pas nécessaire de l'avoir. Du coup, on l'a caché, on ne le voit pas. Alors, je vais vous partager les exemples que l'on a créés pour cette démonstration. Hop, normalement, vous devez voir mon écran. Donc, on a créé une timeline, voilà, qui est ici disponible dans une page SharePoint. Hein. Je peux aussi y accéder de façon assez simple. Hop. Et donc, quand je rajoute un élément, je vais bien avoir un élément qui s'ajoute dans ma timeline. Là, je peux ajouter du texte et regardez, mon élément, il s'ajoute bien en dessous. Et il s'ajoutera à gauche, à droite, etc. Donc, on a bien géré le style.
pour que ça se répartisse de cette façon-là. Donc là, je l'ai mis à l'intérieur d'une page SharePoint. Il faut savoir que dans Microsoft List aussi, on peut avoir accès à cette liste. Hein, regardez, là, je suis dans Microsoft List et vous voyez que j'ai défini les couleurs en fonction du thème. Et comme là, c'est le thème Microsoft List, et ben, ça se met en violet. Alors que sur ma page précédente, le point, il n'était pas en violet. Il devait être, je ne me rappelle plus du couleur du thème. Le thème est bleu, du coup, il se met en bleu. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous présente ça, c'est parce que ça va s'intégrer partout à la fois dans List et là dans SharePoint. Vous allez voir par la suite à d'autres endroits aussi. Et on a fait aussi une liste de demandes. En fait, là, c'était plus un outil de ticketing. À chaque fois qu'on a une demande, on a le titre de la demande, l'outil ici qui est spécifié, qui est utilisé. Si c'est difficile, moyen ou facile, en fonction de ça, on affiche une icône avec un petit soleil et un nuage, le statut voilà, qui est indiqué en plus ici et qui fait varier la couleur. Si c'est terminé, c'est en vert. Si c'est en cours, c'est en orange. Et ici, on voit le demandeur et la date du demandeur. Et si je reste dessus, voilà, j'ai mis la fonctionnalité pour afficher tout le profil de la personne, donc tout le profil du demandeur, sans avoir à cliquer dessus. Et si je clique sur mon élément, là, j'ouvre l'élément pour avoir plus de détails. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Et c'est très efficace hein, d'un point de vue design et niveau visibilité. Tout le monde peut y accéder et visualise les informations assez rapidement sur sa demande. Voilà sur cette partie. Donc, il y a une mise en forme qui existe de façon liste, on va dire. Et il y a une mise en forme qui existe aussi de façon galerie que va vous présenter du coup Baptiste. Alors, je vais te présenter. En fait, il y a une nouvelle mise en forme qui a été implémentée il n'y a pas longtemps. C'est la mode galerie. Donc, en fait, c'est la possibilité de faire plus ce qu'on appelle un petit peu des tuiles ou des cartes, de présenter l'information plutôt que de la voir de manière, on va dire, horizontale sous forme de complet de liste. On va la voir sous forme de petites cartes sympas. Donc, globalement, on va retrouver quelques informations donc de la head width et après pour la structure de la carte, en fait, on va le retrouver dans la partie formateur. Je vais tout de suite passer à la démo en fait pour vous montrer ce que ça peut rendre. Ce sera beaucoup plus parlant également. Donc là, en fait, on avait hop là, notre liste en fait avec on va dire 3 avions ou 3 éléments volants. Et en fait, en mettant en forme de manière galerie, on va obtenir ce type de rendu qui est super sexy, qui est rapide à mettre en place. On peut conserver aussi ce qu'on avait, les boutons pour déclencher éventuellement un flow. Bon là je l'ai pas branché, mais on peut déclencher un flow, on peut retrouver le mode edit, on pourrait envoyer des mails. Et si on regarde un petit peu, en fait, on va se retrouver sur mettre en forme la vue actuelle et on est en choisir une disposition galerie et là on va retrouver on a l'habitude, les lem type et ensuite tout ce qui est style, children et on construit, cet objet. Il y a un autre petite chose qu'on s'est aussi amusé à faire, là je vais le présenter directement dans Teams, c'est que nous on mange beaucoup de chocolat avec Franck et en fait on a on on avait envie de savoir, par exemple, un peu comme l'application Yuka, est-ce que ce type de chocolat ou est-ce que ce produit est bon pour nous? Et comment je peux le montrer de manière intéressante? Et donc là, on a travaillé un petit peu on s'est affiché en mode galerie et là, pareil, de la même manière, on a mis notre custom card props où on va pouvoir avoir le détail du produit. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon pour nous? Et tout ça, en fait, ces valeurs-là, le rendu, les couleurs, c'est conditionné par le type et les infos qui sont contenues dans l'item. Donc là, par exemple, le chocolat menthe, on voit que bon, il est faible en calories. Par contre, il a beaucoup de sucre. Chocolat par banane, c'est super, c'est tout bon. Par contre, la cerise, c'est pas ouf du tout. Et en fait, toutes ces informations-là, elles sont portées par l'item. Si je remettais en mode liste, bon bah c'est pas sympa, c'est pas là à lire, c'est compliqué. Si je rebascule sur la partie vignette, bah, tout de suite là, on a une information qui est présentée de manière beaucoup plus sympa et c'est beaucoup plus parlante. Je vais bifurquer ici. Donc là, on a passé la démo. Franck, je te laisse retoucher un mot sur la partie aussi Power Apps SPFX. Oui, du coup, il faut savoir que les listes SharePoint, on peut les présenter de différentes façons. On peut aussi les présenter avec des Power Apps. C'est l'image que vous voyez en bas à gauche. Du coup, avec Avalon, par exemple, on a mis en place des web parts pour réserver des événements, s'inscrire ou se désinscrire.
Et on se développe aussi des web parts SPFX, donc on a déjà développé pour des clients pour s'inscrire à des événements et aussi les ajouter à son calendrier. Et donc, voici le rendu. Donc, on peut intégrer finalement le rendu d'une liste de différentes façons avec Power Apps et SPFX. On va voir par la suite le comparatif, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Baptiste, est-ce que tu peux passer à la slide Ouais. suivante? Donc, juste pour toucher un petit mot globalement sur tout ce qu'on a vu et comment mettre en forme ces listes. Donc, nous, on vous a présenté le list formatting intégré en fait via le mode conception ou le mode avancé avec le format JSON. On se rend compte qu'en fait, en fonction des besoins, du temps et des connaissances qu'on a, en fait, on va cibler plus ou moins la façon dont on va vouloir mettre en forme les listes. Donc globalement, pour la partie list formatting, on se rend compte que niveau de rendu, on est assez libre et on peut faire quand même pas mal de choses, mais on va avoir des classes, on va être limité sur certains niveaux. Par contre, en termes de compétences, j'ai pas besoin de pas du tout de compétences pour la partie mode conception. Par contre, sur le mode avancé, bon, je vais devoir déjà un petit peu m'y connaître en JSON, en HTML et CSS. Et donc les profils auxquels s'adressent ces modes de mise en forme ne sont pas les mêmes. Donc là, par exemple, pour le mode avancé et mode conception, ça va être plutôt des débutants et ou power users. Si on a besoin d'un petit peu plus de liberté et qu'on n'a pas forcément de grosses connaissances en termes de développement, on va avoir la partie Power Platform, surtout Power Apps, qui va nous laisser un niveau de rendu un petit peu supérieur, mais qui va demander des connaissances aussi supérieures et potentiellement peut-être un tout petit peu plus de temps que la partie list formatting JSON. Et si vraiment on a besoin d'une liberté totale et de mettre en place on va dire des choses beaucoup plus complexes et qui potentiellement doivent aller agréger aussi d'autres informations. Là, on va basculer sur la partie SharePoint Framework, soit avec le feed customizer si on est limité au niveau d'une colonne, soit sur la partie composant web part si on veut attaquer des listes ou mettre en forme des informations. Voilà, mais nous, on trouve que c'est super important, cette partie list formatting qui est proposée par MS parce que, actuellement, elle permet quand même d'avoir on va dire pas un retour sur investissement, mais avec peu d'investissement, avoir une information qui est, bien mieux présentée sans avoir à déployer de gros moyens de développement ou de customisation. Donc comme on vous l'a un peu montré avec la partie, chocolat où assez rapidement en fait on peut avoir une information qui est totalement transformée et beaucoup mieux présentée. Du coup pour la partie récapituler un petit peu les points importants qu'on a vus, heu, pour l'élaboration en fait ou la mise en forme des listes en mode avancé ou mode conception, surtout en mode avancé, c'est qu'il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on veut pardon et élaborer un petit peu notre structure HTML. À partir de cette structure HTML, eh ben, on va utiliser l'outil de conversion en JSON. Alors du coup, je vais peut-être le montrer si on a un petit peu de temps. Il nous reste combien de temps? 2-3 minutes? Ouais, ouais, 2-3 minutes. Enfin, on a éclusé le temps, mais tu peux prendre 2-3 minutes sans problème. Alors je vais juste montrer l'interface, hein, mais je vais peut-être coller, mais globalement, en fait, si on a notre structure sur juste notre structure HTML, on va pouvoir l'élaborer ici, éventuellement la partie CSS en faisant le link entre nos classes hem et notre structure HTML ici et en fait, en faisant, la partie run, on va avoir toute notre partie, format JSON qui va être, généré et on va pouvoir le réutiliser, que ce soit au niveau d'une colonne et en recopiant la bonne partie du schéma. On peut aussi l'utiliser par exemple pour les custom, cards, et cetera. Ce qui est super important aussi, c'est les parties, classes Fluent UI qu'il faut utiliser parce que c'est relié au thème. Donc si vous n'utilisez pas ces classes, en fait, si jamais vous changez de thème de site, pardon, je suis revenu, potentiellement, en fait, vous allez casser votre rendu, donc ça va pas être top et le mieux, ben, faut s'amuser, pratiquer et partager ce que vous avez fait sur la mise en forme,
mise en forme des vues et c'est le mieux pour assimiler ces notions. C'est une petite vidéo mais je crois que Patrick l'a partagé aussi sur la partie PNP et accélérer le développement de Jeff. Alors, c'est pas forcément. Je savais pas qu'il y avait une vidéo. Moi, ce que j'ai partagé, c'est une page en fait où Jeff il visualise les différents formatages possibles sur le source GitHub que vous avez aussi donné. Ouais. Après la vidéo, ouais, c'est bien aussi, c'est en plus. De toute manière, il y a beaucoup de ressources au niveau de la communauté aussi. Il y a beaucoup d'exemples sur la partie mise en forme des listes ou mise en forme des colonnes. Ouais. Il y a 2 questions intéressantes, je pense, rapidement pour finir. Quelles sont les bonnes pratiques pour réutiliser les mises en forme d'une liste à une autre? Est-ce qu'il y a un moyen simple autre que le copier-coller ou... Bah après, si la liste est déjà faite et qu'on veut quasiment réutiliser en fait toute la liste, on peut réutiliser et importer cette liste dans un autre site, ou alors faut recopier le format JSON ou l'extraire d'un moyen ou un autre. Alors justement, ça amène à la question suivante, c'est peut-on appliquer programmatiquement un formatage sur une liste existante? Alors il y a 2 choses, je précise un tout petit truc, c'est que par exemple sur un site, si on a une colonne de sites et qu'on applique du formatage au niveau de cette colonne, le formatage est dispo pour toutes les listes qui utilisent cette colonne. Le formatage est au niveau de la colonne. Par contre au niveau des vues, il va falloir se rendre au niveau par exemple de la vue, copier le schéma et le recopier dans l'autre vue. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de dépendance au niveau de certains champs, etc. Il faut quand même regarder, quoi. Alors, Ok. après, par rapport à tout ça, on a fourni toutes nos sources, donc tout le format JSON qu'on a utilisé durant cette démonstration. Et on a aussi, je ne sais pas si vous observez sur le schéma de droite, donné le format XML, en fait. Ça signifie qu'en PNP, en fait, si vous connaissez PNP, j'ai donné le lien sinon vers la session de Jeff en gamma, mais qui donne une session là-dessus, mais on peut rapidement exporter et réimporter la liste. Donc nous, on a fait l'export de nos listes au format XML, et si vous les réimportez, vous allez les importer avec la mise en forme à la fois sur les colonnes et aussi sur les vues. Ok, génial. J'avais une dernière question, moi. Est-ce que vous avez constaté des différences entre les listes SharePoint classiques, on va dire, à l'ancienne, et les nouvelles listes Microsoft 365, ou c'est exactement équivalent de ce point de vue-là? Pour moi, c'est C'est équivalent. On n'a pas remarqué de différence Ok. là-dessus. Pour les rich text HTML, il n'y a pas de solution pour le moment, c'est pas pris en compte. On a le multiligne, mais pas le multiligne en rich text, malheureusement. Du coup, le rich text, il faut le faire soi-même avec les divs, mais ça ne se remettra pas en forme pour le moment. Après, ça évolue beaucoup, hein. C'est pour ça aussi qu'on souhaitait le présenter, parce que beaucoup de nouveautés arrivent et je pense que ça va continuer à évoluer. Et la toute dernière question, après on va être obligé de fermer, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une licence particulière? Non, je pense qu'on peut dire non, que tout ça, c'est... pour la partie list formatting après. Aucune licence supplémentaire, ouais, les externes y accèdent et ont de la visibilité dessus. Là-dessus, c'est vraiment un avantage par rapport à Power Apps, je pense, par exemple. Merci beaucoup, messieurs.